Bien, je vous propose de débuter cette séance du Conseil communal. Bienvenue à toutes et à tous pour un jour assez inhabituel en raison du carnaval d'Écossing qui s'est déroulé le week-end dernier, et donc il n'était pas possible, vous en conviendrez, de tenir le Conseil communal lundi comme nous le faisons d'accoutumée. Pour débuter la séance, je tiens à excuser Romain de Blandre, Charles Corbizier qui ne pourront pas nous rejoindre et Valène de Préter qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Et alors je souhaiterais ajouter 3 points à l'ordre du jour de la séance, à savoir un marché public d'approbation des conditions et modes de passation pour la rénovation du pont du Moulin Rouge, la redevance pour la location de parking vélo sécurisé et la gestion de l'infrastructure de recharge et stockage pour les vélos électriques à la gare. Ok, merci beaucoup. Alors le premier point à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 mars 2023. Il n'y a pas de remarques à l'unanimité? Oui, merci beaucoup. Le deuxième point, il s'agit de subventions en numéraire extraordinaire pour les comités de quartier pour les frais de fonctionnement pour l'exercice 2023. Je t'en prie, Arnaud. Merci Xavier. Donc voilà, il s'agit ici en fait d'octroyer un subside extraordinaire pour les comités de quartier pour leurs projets de quartier. Donc vous le savez, comme chaque année depuis maintenant plusieurs années, on propose aux comités lors d'un appel à projet de proposer des petits aménagements collectifs de quartier qui améliorent le cadre de vie et donc de faire appel à des montants sur base d'un projet. Et donc, les comités soumettent une proposition qui fait l'objet d'un consensus, donc qui a été discuté entre eux, et de manière à pouvoir répartir les montants disponibles aussi justement que possible. Alors, avant de vous expliquer la teneur des projets, donc c'est peut-être vous dire les montants qui sont sollicités. Donc, c'est le comité centre historique qui sollicite un montant de 3 000 €, le comité de la place Cousin Sacré-Cœur pour un montant de 1 300 €, le comité Waugenais pour un montant de 3 000 €, le comité de la Belle Julie pour 1 500 €, le comité de l'Avdel pour 700 €, le comité Square Restcomont pour 2 500 € et le comité de la Dîme pour un budget de 3 000 €. Alors, les projets sont toujours bien évidemment remboursés sur base de factures émises auprès des comités. Donc il y a une vérification de notre service. Et donc parmi les projets proposés pour le centre historique, en fait, c'est la remise, l'amélioration et la remise en état du petit local à la Bassée en bonne collaboration avec les différents occupants et l'administration communale qui reste propriétaire des lieux. Mais donc le comité souhaite repeindre, changer les tentures qui datent probablement d'assez longtemps, voilà, pour les connaisseurs du lieu, de manière à pouvoir améliorer et organiser des activités de quartier et pour tous les usagers de manière plus conviviale. Pour le comité de la place Cousin et du Sacré-Cœur, le projet s'appelle Recréons du lien, et donc c'est un soutien à l'organisation de la fête des voisins, ainsi que différents aménagements sur la place, notamment nature, ainsi que des bricolages et activités au profit des enfants du quartier. Pour le comité Waugenais, et donc ça c'est une satisfaction parce que c'est un nouveau comité qui n'avait encore jamais sollicité de budget, eh bien, donc il souhaite prévoir des aménagements pour le petit espace public à proximité du Ravel. Il souhaite se l'approprier et voilà, en faire un espace de quartier qui puisse accueillir différentes activités de manière complémentaire à ce qui a déjà été mis en place par la commune, qui est déjà qualitatif. Mais donc voilà, il viendrait notamment par exemple avec un panneau d'affichage de quartier et du petit mobilier, ainsi que différentes activités de quartier à destination des enfants et des seniors. Le comité Belle Julie souhaiterait mettre en place un projet banc public. Donc pour rappel, le comité Belle Julie, c'est la partie Restomont de l'autre côté du rond-point.
Et donc, ils souhaitent mettre en place un petit espace de quartier avec quelques bacs à fleurs ainsi qu'un banc public. Alors, il faut savoir que comme c'est du mobilier qui est installé dans l'espace public, c'est toujours plus coûteux que ce que tout un chacun pourrait installer dans son jardin. Donc ça a un certain coût, vous vous en doutez. C'est évidemment mis en place en parfaite collaboration avec le service travaux qui valide tout mobilier qui est installé sur l'espace public, ainsi que l'occupation des jardinières. Pour le comité de l'AFDEL, ce sont des activités ludiques et nature autour du coin vert. Donc souvenez-vous, le comité de l'AFDEL avait déjà mis en place un espace de quartier, donc il souhaiterait l'améliorer et continuer d'y tenir certaines activités. C'est pour ça qu'il sollicite cette année un petit budget. Pour le comité Square Restomont, leur projet s'appelle Square pour tous, et donc c'est la poursuite également de l'aménagement du Square, en complément des interventions des services travaux qui ont encore eu lieu ces dernières semaines pour l'aménagement d'un pré fleuri dans la partie face à celle qui est aménagée par le comité de quartier. Enfin, pour le comité de la Dîme, c'est un projet qui s'appelle Aménagement du sentier du Val de la Sonnette. Et donc, c'est du fleurissement ainsi que du mobilier de manière à rendre convivial le petit sentier qui passe au-dessus du pont de la Sonnette et qui est à proximité du Ravel et de différents, notamment du maraîcher, et donc avec le passage de beaucoup de promeneurs, et donc de rendre un attrait encore plus convivial à ce sentier. Donc voilà, conformément à la procédure, ces montants ont été validés et cette répartition tant par le collège que par les comités. Donc c'est une proposition au consensus de l'ensemble des comités, ce qui est toujours agréable à présenter au conseil communal. Et donc sur base de votre accord, eh bien, les projets pourront débuter dès maintenant jusqu'à la fin de l'année pour être soldés avant la fin de cette année. Voilà, et à disposition pour toute éventuelle question. Merci Arnaud. Sébastien. Oui, mais je voulais simplement savoir pourquoi certains avaient plus d'argent que d'autres, et en fonction des projets qui sont remis. Je t'en prie Arnaud. Oui, tout à fait. Donc, c'est en fonction des projets. Donc, on met de toute façon une limite pour, on va dire, les activités ludiques pour lesquelles on souhaite que ça ne dépasse pas plus d'un montant de 400 €. Et pour le reste, ça dépend de ce qui est prévu par le comité. À chaque fois qu'il y a du mobilier public, style banc, table de pique-nique et autres, c'est des coûts directement qui sont assez élevés. Une table de pique-nique qui a une résistance suffisante pour être dans un espace public, c'est minimum 1500 €, et donc ça a un certain coût. Et donc on essaye donc d'avoir un consensus pour répartir les montants de manière la plus juste possible, et en donnant aussi la priorité à ceux qui n'ont pas encore bénéficié de budget projet de quartier, et donc notamment les nouveaux comités. Donc là on était assez content d'avoir notamment le comité Augenay qui sollicite un budget pour la première fois, ainsi que le comité Belle-Julie, qui est inscrit depuis de nombreuses années, mais qui n'avait encore jamais souhaité mettre en œuvre un projet. Donc voilà, pour la première fois, il sollicite un budget. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Non, je peux avoir votre vote à l'unanimité? Oui. Merci beaucoup. Le point suivant, il s'agit de la subvention en numéraire indirect pour les activités sportives, culturelles et sociales. Je t'en prie, Julien. Voilà, comme... Ah, non, c'était pas lui. Comme chaque année, il s'agit du subside pour les chèques activités. Donc voilà, rien de neuf. À part que nous ouvrons cette année à l'ouverture de 0 à 17 ans inclus. Voilà, et pour faire le topo, on a quasiment 95% des chèques qui sont utilisés pour le sport. 3-4% pour les mouvements de jeunesse et le reste pour les activités culturelles. Voilà. Merci Julien. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je peux avoir votre vote à l'unanimité? Oui. Merci beaucoup. Le point 4, il s'agit de crédit d'urgence pour la réparation du système de ventilation dans les douches du hall polyvalent. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. L'Assemblée générale d'IMIO qui se déroulera le 23 mai. Donc il n'y a pas de problème non plus.
Alors, une convention d'occupation à titre précaire pour la maison de la jeunesse, à l'ancienne maison communale de Marches-les-Écossines. Et donc, il s'agit d'un renouvellement anticipatif de cette convention. J'imagine qu'il n'y aura pas de problème. Oui. Merci beaucoup. Le point 7, la désignation d'un auteur de projet pour l'extension de la crèche Bel Air. Sébastien ? Oui, donc j'aurais souhaité savoir un petit peu ce qu'il y avait dans le plan Cigogne, voir un peu pour combien d'enfants c'était prévu ce projet. Au niveau de la localisation, je voulais savoir si on était arrêté par rapport à un endroit, parce qu'il y avait par le passé un projet de maison d'accueil qui avait été envisagé à l'ancien presbytère de Marches-les-Écossines. Donc je voulais savoir s'il était possible éventuellement de voir si ce projet pouvait à terme voir le jour pour avoir une structure à terme sur Marches-les-Écossines, parallèlement à une structure qui pourrait être faite sur Écossines. Enfin, je peux comprendre aussi, si vous faites ça, ce projet-là à Bel Air, ça crée des économies d'échelle par rapport à la structure existante. Et je voulais savoir pourquoi vous lancez ce marché, pourquoi vous ne lancez pas une procédure in-house avec YTech, vu que, comme ça a été fait pour le premier projet. Alors pour le dernier aspect, je vais répondre et Véronique répondra pour les aspects localisation et le projet en tant que tel. On passe ici par la désignation d'un auteur de projet extérieur parce que le projet est plus petit que de la construction de base d'une nouvelle crèche qui nécessite sans doute plus de corps de métier différents et d'expertise parce que ça reviendrait a priori moins cher d'après les estimations qu'on a pu faire avec monsieur le directeur financier. On sait que les contrats en in-house ont un pourcentage qui est déterminé à la base, tandis qu'ici, vu la nature du projet, on devrait être sur quelque chose qui est moins 10 ans au niveau d'un auteur privé que par l'intercommunal. Véronique ? Oui, donc concernant le nombre de places, c'est 7 places temps plein. Donc ça veut dire que ce sont un peu plus de 7 places qui seront disponibles pour faire une 4e zone. Donc il y a les bébés, il y a les moyens, il y a les grands maintenant. Et donc on pourra faire les moyens et les grands. Donc ce sera un module qui sera mis à l'arrière de la crèche parce qu'il y a suffisamment d'espace pour pouvoir le faire et pour pouvoir avoir une connexion avec la crèche. Donc c'est vraiment tout à fait normal. Je pense que c'est le plus judicieusement possible le bon emplacement. Alors concernant Marches-les-Écossines, ce n'était pas la mandature précédente, mais c'était la mandature encore précédente quand tu étais dans le collège. Et si j'ai bon souvenir, ça n'avait pas eu droit d'ouvrir la crèche parce qu'il y avait des aménagements qui n'étaient pas d'actualité, par exemple des fenêtres jusque par terre. Et donc c'était pour ça, si je me souviens bien, que vous n'aviez pas eu justement l'autorisation de pouvoir ouvrir cette crèche, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et concernant... moi je ne sais pas quoi d'autre te répondre concernant Marches-les-Écossines. C'est un dossier que quand tu étais dans la majorité, donc... voilà. D'accord. Et alors par rapport aux travaux, donc il va falloir faire les travaux quand les enfants seront présents. Qu'est-ce que vous avez envisagé comme solution pour faire cette extension travaux avec ces enfants présents à la crèche? De toute façon, il y aura une zone de sécurité parce que, comme je t'ai dit, c'est vraiment un module qui va se mettre à l'arrière de la crèche. Oui. Donc, il y aura vraiment une porte, donc un sas vraiment bien spécifique pour les moyens et les grands. Et donc, automatiquement, quand le module sera vraiment bien fait, il y aura la jonction. Donc, il y aura un mur qui sera percé pour pouvoir faire la jonction entre les deux parties, donc la nouvelle partie et la structure de la crèche. Donc, les enfants ne seront pas impactés. Il y aura bien sûr une zone de sécurité. Donc, tout est bien prévu, tout a bien été pensé pour les remettre en sécurité. Ouais. D'accord. Il y a un dossier qui me tient particulièrement à cœur, c'est la liquidation du subside pour cette crèche Bel Air. Est-ce que tu as des nouvelles? Alors, comme je l'ai dit la fois passée, il y a l'administration, il y a le politique. Moi, de la part du politique, j'ai interpellé la ministre de But. Donc voilà, donc c'est son administration qui est en train de travailler. Le dossier a été envoyé, toutes les pièces ont été jointes. Donc comme je te dis, le politique doit pouvoir faire un pas de côté pour pouvoir laisser travailler l'administration correctement et en toute indépendance. Oui, parce que la ministre a Sébastien, je sais, Sébastien. D'accord. Et alors, dernière question, il me revient également qu'il y a des soucis des retards de facturation. Je voulais avoir un petit peu des explications par rapport à ça.
dans les envois des factures aux parents? En fait, on a changé de programme informatique, donc on est passé de Bambino à BigKids. Lorsqu'on nous avons terminé les encodages sur Bambino, il y a eu un problème de mise à jour de Bambino. Ils ont perdu toute une quantité de données. Donc on a dû tout réencoder au niveau du BigKids. Les numéros de nomenclature est tout à fait différent d'un programme à l'autre, donc ça a pris du temps. Donc toutes les factures ont été envoyées aux parents, donc ça se régularise au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, voilà, c'est vraiment un problème informatique de licence. Et il y a combien d'argent qui est sur les routes pour l'instant? Ben pour l'instant, on a fait le dernier bilan, c'est quelques milliers d'euros, mais je veux dire, c'est moins de 8 000 euros. D'accord. Bon, on gère plus de 120 enfants au niveau des accueillants d'enfants, donc voilà. Mais tout se remet dans l'ordre et tout. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a repris le service des accueillants d'enfants de Braine-le-Comte, et donc il y a des parents aussi qui continuaient à verser sur le compte un compte qu'ils avaient lorsqu'ils mettaient une garantie. Donc voilà, donc tout se met en ordre. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, sur la désignation d'un auteur de projet, j'imagine qu'on est d'accord. Oui, merci. Alors, au niveau de l'urbanisme, il s'agit du permis d'urbanisme qui a été introduit par l'ASA IMO de Sable. Je t'en prie, Arnaud. Merci Xavier, et d'ores et déjà mes excuses pour ceux qui nous suivent en visio, mais donc on n'a malheureusement pas de plan à vous afficher à l'écran. En général, j'essaye toujours de faire quelques slides plus illustratifs, mais quelques petites urgences m'ont empêché de vous composer des vues plus didactiques. Donc voilà, ici néanmoins quelques explications par rapport à ce permis d'urbanisation. Il s'agit d'un projet qui est assez ancien et qui porte sur la rue Le Fort, donc à l'entrée de Marches-les-Écosines. En 2011, un permis de lotir avait été octroyé, donc qui prévoyait l'implantation de certaines constructions le long de la rue entre le pont et la Sonnette en images. Donc certaines constructions ont déjà vu le jour, mais d'autres étaient encore prévues. Donc malheureusement, on ne peut pas revenir sur le passé et sur le fait des constructions qui sont accordées aux promoteurs. Donc ça, malheureusement, il n'est plus temps de revenir dessus. Par contre, le schéma des voiries tel qu'il avait été dessiné posait pas mal de soucis, dans le sens où il aurait implanté un trottoir vraiment préjudiciable à toutes les habitations qui étaient déjà implantées, qui ne leur aurait plus permis d'avoir un terre-plein devant chez eux, notamment pour garer leurs véhicules, et aurait vraiment créé une deuxième voirie en fait, qui longeait la première rue Le Fort. Donc c'est vraiment une anomalie au niveau du permis, avec un trottoir qui allait de biais, et alors un espèce d'îlot qui aurait, sur la zone à construire, donc entre les maisons existantes et la Sonnette, recréer un espèce d'îlot central entre la voirie existante et une nouvelle voirie à créer devant les habitations. Et donc tout ça ne nous semblait pas cohérent, donc on essaye de limiter l'imperméabilisation des sols et la quantité d'infrastructures à mettre en place, puisque je le rappelle qu'après elle revient à la charge de la commune pour son entretien. Et donc on avait pu, sur cette base, justifier un premier refus de permis pour les constructions, mais donc ici, le promoteur introduit une demande de modification des espaces publics. Et donc, en gros, on suit la rue Le Fort qui ne change pas d'emprise. Et donc, face aux habitations existantes, on laisse bien évidemment l'accès à tous les carports qui permettent aux personnes de rentrer leur voiture de manière tout à fait logique, avec le terre-plein face à leur carport et avec des emplacements de stationnement qui longeront la voirie pour les visiteurs, et puis des espaces verdurisés pour le surplus. Alors on supprime cet îlot central qui est à proximité de la Sonnette, et par contre on réimpose la zone de plantation qui devait être
être mise en œuvre et qui ne l'est toujours pas. Et on maintient également le sentier numéro 80, hein, donc, qui avait été détourné par le lotissement, mais donc, qui doit bien rester matérialisé. Donc c'est une modification technique en vue de rationaliser les espaces publics. Malheureusement, sur le principe d'avoir des logements à cet endroit-là, la décision est déjà prise en 2011. À votre disposition, évidemment, pour toute explication. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que je peux avoir votre vote? Oui. À l'unanimité. Merci. Alors, le point suivant, il s'agit de la continuité du processus d'extinction nocturne de l'éclairage public après le 1er avril 2023. Donc, le collège communal a été sollicité par ORES sur 3 options possibles dans le cadre de cette opération, soit un maintien permanent de l'éclairage public comme c'était le cas par le passé, soit une extinction tout le temps de minuit à 5 heures du matin, soit une extinction la semaine, à l'exception donc des week-ends et des veilles de jours fériés, de minuit à 5 heures du matin, ce qui est l'option qui a été retenue par le collège communal. Cette option permet d'un point de vue purement économique d'avoir une réduction de 78 192 € sur base annuelle pour la commune. Il faut savoir que si on avait gardé l'option permanente, c'était une économie de 123 606 €. Mais bon, il nous semblait justifié de pouvoir trouver un juste milieu. Ce juste milieu étant de permettre l'éclairage public le week-end et les veilles de jours fériés, qui sont généralement à Écosine des moments un peu plus festifs et où donc on allait solliciter régulièrement ORES pour pouvoir rallumer, comme ça a été le cas ici pour le carnaval, comme ça peut être le cas pour d'autres festivités. Essentiellement, il est vrai l'été, mais aussi parfois l'hiver quand il y a des marchés de Noël ou autres, et ça permet de réaliser d'un point de vue environnemental une économie d'énergie de 200 000 kWh par an. Et donc, on vous demande de pouvoir ratifier la décision qui a été prise par le collège communal donc en date du 21 mars. Il faut savoir que le processus sera pleinement opérationnel a priori vers le mois de juillet, parce que nous dépendons d'ORES, Brabant Wallon. Les cabines d'Écosine dépendent en grande partie de cabines qui sont situées sur Braine-le-Comte, et pour essayer d'avoir une uniformité entre les communes, Braine-le-Comte elle-même dépendant de cabines qui sont situées sur d'autres territoires du Brabant Wallon, il y a des travaux à opérer sur les différentes cabines pour pouvoir respecter le choix des uns et des autres. Et dans notre région, en tout cas dans la région du centre, toutes les communes ont fait ce choix de maintenir l'extinction de l'éclairage public en semaine de minuit à 5 heures du matin. Sébastien. Ah oui, et j'ai oublié de vous indiquer, évidemment, nous avons sollicité la zone de police pour avoir son avis sur la question, et il n'a pas été constaté d'augmentation de la criminalité les nuits depuis le mois de novembre. Il y a eu évidemment quelques faits qui se sont produits sur Écosine, mais qui étaient tout à fait indépendants de cette extinction de l'éclairage public. Et donc, de manière générale, il y a même une légère tendance à la baisse, notamment dans les vols sur véhicules, etc. Et donc, la zone de police ne voit aucun inconvénient à ce que nous procédions de la sorte. Je t'en prie, Sébastien. Oui, ben, on trouve que c'est un réel compromis entre la volonté de faire des économies et la volonté de garder une certaine sécurité dans l'entité. Ceci dit, à plusieurs reprises, des citoyens nous ont interpellés parce que l'éclairage reste parfois allumé en journée. Et donc, si on veut vraiment avoir une adhésion de la population et qu'il y ait vraiment une compréhension de la population, je pense qu'il faut être attentif par rapport à ça et veiller à ce qu'il n'y ait pas des lampes qui les laisseraient ainsi allumées en journée, s'il est possible de le faire remonter au service compétent. Oui, alors il faut savoir que quand les lampes restent allumées la journée, c'est généralement parce qu'ORES procède à des vérifications et des remplacements de lampadaires. On a déjà voté dans ce conseil communal-ci la rénovation du parc total d'éclairage public pour transformer progressivement les anciennes ampoules en ampoules LED. Et lorsqu'ils procèdent, ils sont obligés d'allumer l'éclairage pour s'assurer du bon fonctionnement. Et alors, les citoyens signalent de temps en temps une ampoule qui ne fonctionne plus.
pour eux, en avoir la confirmation, ils ne travaillent pas la nuit, ils viennent travailler la journée, et donc ils sont obligés d'allumer l'éclairage public pour constater les endroits où il y a des points lumineux qui sont défaillants pour pouvoir les remplacer. Donc de manière générale, si l'éclairage est resté allumé, c'est parce qu'il y a des travaux qui sont réalisés d'une manière ou d'une autre par les services d'ORES. Je peux comprendre que ce soit perçu de manière négative par la population, mais des travaux doivent se faire, et donc on doit pouvoir expliquer que quand on fait les travaux, évidemment, il faut que le dispositif soit fonctionnel pour s'assurer de son efficacité. Ok, merci. Donc j'imagine que je peux avoir votre vote sur ce point. Je vous remercie. Le point 10, la police de la circulation routière. Il s'agit d'un emplacement PMR à la rue Van der Velde au numéro 43. Et le point 11, ce sera dans la même rue au numéro 34. Je t'en prie, Philippe. Concernant la rue Van der Velde 43, donc, dans le cadre des travaux qui ont lieu maintenant, un arrêt de bus va être mis et qui est surélevé pour répondre aux normes actuelles d'accès au bus. Et donc, la personne à mobilité réduite qui habite juste au regard de cet endroit a demandé évidemment qu'on essaie de lui repositionner un emplacement PMR le plus près possible, ce qui sera fait. Et pour l'autre, c'est la même chose aussi au niveau du 34. Donc ce sont les deux mêmes points. Merci Philippe. J'imagine que c'est OK pour les deux points. Oui. Alors le point 12, c'est également un emplacement PMR, mais à la rue du Flou. Il s'agit d'une modification d'1,50 m d'un emplacement que nous avions que nous avions décidé, mais qui posait quelques petits soucis. Posait quelques petits soucis de difficulté de parking et quelque part il empiétait d'une demi-place sur une place qui aurait pu être utilisée à côté, et donc cette perte de place était inutile, et donc on allie les deux problèmes, sachant que l'emplacement PMR a été redéplacé en partie devant le garage de la personne qui le demande, mais qui n'était pas considéré comme accessible puisque trop étroit pour un véhicule actuel. Voilà. Je me demandais simplement comment ça a traîné aussi longtemps, parce que le vote du point avait été fait au mois de juin l'année passée, et il me revient que des riverains étaient venus plusieurs fois dans le bureau du bourgmestre pour demander de faire cette modification, et que c'était un peu laborieux. Mais ça n'a pas été laborieux, simplement quand on suit des dossiers, il y a toute une série de procédures d'avis qui doivent être sollicitées, que ce soit au niveau de la zone de police, mais également de la région wallonne. Dans un premier temps, les avis qui nous sont revenus n'étaient pas positifs, et donc on ne pouvait pas aller plus loin. Il a fallu réanalyser sur le terrain le dossier, donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, mais entre le mois de septembre et aujourd'hui, oui, ce sont quelques mois, mais ce sont des procédures à suivre et à respecter pour que les points puissent ensuite aller à la région wallonne et recevoir l'assentiment de la région wallonne sans avoir de mauvaises surprises. Ok, merci. J'imagine que je peux avoir votre accord sur ce point. Oui. Merci. Le point 13, il s'agit de la création d'un passage piéton à proximité de la crèche. Je t'en prie, Philippe. Oui, mais il paraissait utile au vu de la fréquentation de cette zone, puisque c'est un accès à la crèche, c'est un accès vers Bel Air, c'est un accès vers le terrain de foot qui est derrière, et avec le sentier qui a été fait, et également donc pour les gens de Bel Air, pour cette partie-là en tout cas, vers la gare, donc avec un public toujours potentiellement faible, poussette, etc. Et donc il a paru opportun de faire, au regard ou juste de la sortie d'accès PMR de la crèche, de faire ce passage pour piétons. Merci. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous avons le rapport financier, rapport d'activité 2022 du plan de cohésion sociale. Je t'en prie, Muriel. Oui, merci. Alors, je vais profiter de la présentation de ce point pour faire un petit tour des différents projets qui sont mis en place par le plan de cohésion sociale. Donc, concernant le rapport financier, il n'y a rien de particulier à préciser. Je répondrai à d'éventuelles questions si nécessaire. Concernant le rapport d'activité, les projets, nous avons l'épicerie sociale, je pense qui est de plus en plus connue maintenant et qui avait vécu une baisse de fréquentation en 2021 au sortir du Covid, mais qui reprend tout doucement du
qui a notamment accueilli la population ukrainienne et donc qui a une nouvelle fréquentation qui restabilise un petit peu les chiffres à ce niveau-là. Nous essayons de toute façon toujours avec le CPS et la Croix-Rouge de pouvoir dynamiser l'épicerie et la mettre en avant pour qu'elle soit connue de tous et que les personnes qui y ont accès en tout cas aient envie de franchir le pas. Alors le potager collectif, donc, qui est situé à Marches-les-Écosines, ben là on a un groupe de personnes qui y sont régulièrement présentes et qui travaillent vraiment positivement. Ils ont la volonté d'ouvrir le potager au public, ce qui n'a pas pu être fait encore une fois pendant la période Covid, mais nous y pensons de plus en plus. Et toutes des créations ont été faites justement pour pouvoir être présentées à un éventuel public. Alors, le Café Cancer, donc, qui est toujours actuellement virtualisé. Alors, il faut savoir que ça a été fait de la sorte au moment toujours de la crise Covid. D'une part, parce que l'épicerie avait fermé ses portes et donc il n'y avait plus de personnes dans la salle d'attente. Et d'autre part, parce que les services du CPS occupent le local qui est habituellement mis à disposition de la personne qui organise les permanences. Alors, il faut savoir que cette virtualisation, donc les permanences se font par téléphone et ça suscite en fait une demande plus importante. Donc, probablement par ce semblant anonymat, les personnes ont plus, en tout cas, tendance à contacter et à faire appel à cette permanence. Dans le cadre de l'ASBL, donc Cancer 7000, donc l'opération Palou a toujours eu lieu durant l'été. Donc, ce sont des actions de sensibilisation aux protections solaires, etc., notamment à l'égard des enfants. Et l'ASBL va reprendre ses actions en faveur des différents services d'oncologie de la région et en partenariat notamment avec notre maison de repos et ses résidents. Alors, on a le service de l'écrivain public qui a repris ici en janvier. Et donc, nous avons une écrivaine publique qui est présente à l'épicerie, donc au moment de l'ouverture de l'épicerie, tous les 3e vendredis du mois, de 9 à 11 heures. Alors, nous avons les boîtes à livres. Nous avons un réseau de plus en plus étoffé. Nous avons actuellement 9 boîtes à livres. Le bus des saveurs qui circule grâce au service de bénévoles. Il circule sur demande d'Écosinois non motorisés pour les amener vers les marchés de l'entité, mais aussi vers différentes activités organisées par le service senior. Alors, nous avons la formation Cibofort, qui est programmée tous les 2 ans, qui a très très bien fonctionné en 2020, et le groupe qui a été reformé ici en 2022 a très bien fonctionné aussi. Donc ça, c'est une formation qui permet justement une réorientation professionnelle ou formative, et donc c'est quelque chose qui a un grand succès. Alors nous avons les Alzheimer Café qui fonctionnent aussi également, et le groupe est de plus en plus étoffé. Nous avons notamment un médecin qui est présent lors des permanences et qui apporte son expérience. Voilà. Alors, la formation de remise à niveau du permis B, donc à l'attention de nos seniors, donc ça c'est aussi une formation qui a très bien fonctionné. Alors, nous avons le projet Trivial Poursuite qui va bientôt sortir des tiroirs, donc on en parle déjà depuis quelques temps, mais c'est en cours, et donc maintenant on en est à tout ce qui est matériel, et donc ça va pouvoir se mettre en place prochainement, et donc ça ce sera un jeu pour que les nouveaux écosinois puissent faire connaissance d'écosines, mais sur base de la connaissance des anciens. Et l'idée, c'est de pouvoir organiser un partage entre les nouveaux et les anciens écosinois. Alors, nous avons le Repère Café, qui a ouvert en mai, et je vous invite en tout cas à vous y rendre si ce n'a pas encore été le cas, qui a un grand succès, qui fonctionne grâce à toute une série de bénévoles qui sont là depuis le début, mais il y a aussi des nouveaux qui ont rejoint l'équipe dernièrement, et ce projet rencontre aussi un second objectif qui était recherché d'ailleurs, c'est la rupture de l'isolement social. Nous avons plusieurs personnes qui s'y rendent juste pour sortir de chez soi et pour boire un café entouré d'autres personnes. Donc c'est vraiment un projet sympathique. Alors nous avons aussi le projet d'alimentation saine, donc on va essayer de réorienter ce projet. Donc on avait mis des panneaux didactiques à l'attention des utilisateurs de l'épicerie sociale, et nous avons un projet qui va bientôt, qui prend son envol au niveau du CPS, qui est un projet de maraîchage, et donc nous allons essayer de mettre des actions en place entre l'épicerie, le PCS, le maraîchage et le service insertion, notre groupe insertion du CPAS.
Alors, nous avons le Conseil des discriminations, dont nous vous avons déjà parlé avec Julien Sleus. Et donc, prochainement, nous avons une première réunion. Donc, vous avez probablement vu dans le dernier bulletin communal un appel à candidats pour participer au Conseil des discriminations. Et nous avons prochainement une réunion qui sera organisée pour pouvoir réfléchir à la mise en place de ce conseil. Et alors, nous avons un nouveau projet qui est ajouté au tableau de bord du PCS pour cette année à venir. C'est un projet de soutien scolaire solidaire. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aider les enfants du primaire, prioritairement les enfants issus de milieux précarisés, à faire leurs devoirs, à faire leurs leçons. Et donc, ce sera organisé, en tout cas mis en place, grâce à des bénévoles, nous l'espérons en tout cas. Donc, voilà un petit peu le tour des projets mis en place par le plan de cohésion sociale d'Ecocine. Merci Muriel. Sébastien? Oui, dans les projets, je vois le projet 13.03, projet d'identifier l'emploi cible et le moyen pour y arriver. Dans le rapport, il est fait écho de chiffres de chômage sur Ecocine, chiffres de 2016. Or, on est en 2023, ce serait peut-être bien de mettre des chiffres. D'accord, on mettra les chiffres à jour. Actualisés, parce que bon, oui. La situation a peut-être évolué avec la crise, etc. Et donc, par rapport à ça, justement, il y a la formation Cibofort qui aide justement à la réorientation vers l'emploi ou la formation. Et puis, il y a tous les services du CPS qui travaillent effectivement, et notamment notre service de job coach qui travaille avec tous les bénéficiaires allocataires sociaux et donc en dehors même des bénéficiaires du CPS. Et tu as les chiffres plus récents sur l'évolution Non, je n'ai pas les chiffres, non. Mais je pourrais te les transmettre sans problème. Ouais, il serait intéressant de voir un peu l'évolution et les résultats que ça apporte, toutes ces actions, quoi. Ouais. Mais n'hésitez pas en tout cas, parce qu'on compte vraiment sur le bouche à oreille pour ces projets-là, parce que c'est vrai que c'est difficile de faire le pas et de s'adresser au CPS quand on est chômeur. Demandeur d'emploi. Oui, mais voilà, c'est souvent des bénéficiaires des allocations de chômage. Et voilà, franchir en tout cas la porte du CPS, c'est pas facile, mais on est là pour les aider, les guider, donc c'est important qu'ils fassent appel au service. Voilà. D'accord, merci. Merci à tous les deux. J'imagine qu'on peut valider le rapport. Oui. Merci beaucoup. Alors, le point 15, il s'agit du lancement d'une procédure de recrutement pour un agent technique en chef dans le service cadre de vie. Oui, Sébastien? On a déjà pu parler à plusieurs reprises au conseil communal du poids de la masse salariale et on pense que ce serait peut-être l'occasion, le fait qu'il y ait une personne qui s'en aille, de ne peut-être pas la remplacer pour justement alléger cette masse salariale. Il y a peut-être du travail, etc., qui est important, mais je pense qu'il faut également tenir compte de l'évolution financière de la commune d'Ecocine. Et on pense que ce serait peut-être bien un peu de se passer de cette procédure. Arnaud? Oui, donc ici, ce remplacement est indispensable dans le sens où c'est un agent technique, donc une architecte. Et donc, pour le moment, nous avons deux personnes qui ont cette formation et qui sont nécessaires pour faire les contrôles sur plan des différentes demandes de permis. Et donc, le nombre d'architectes est calibré en fait pour pouvoir assumer la charge de dossiers qui sont émis par les citoyens, sans quoi ce serait préjudiciable, c'est-à-dire que leurs demandes ne pourraient pas être traitées dans les temps, ce qui leur fait poser vraiment un risque d'allongement de délai dans le cadre de demandes de permis. On sait que c'est déjà pas rapide quand en tant que citoyen on doit faire une demande de permis, et donc sans les agents nécessaires, on leur fait prendre des risques quant au bon traitement de leur dossier. Par ailleurs, ici, spécifiquement, c'est l'agente qui est en charge des infractions urbanistiques et donc qui fait un travail de qualité. On est d'ailleurs triste de la perdre. Elle a trouvé un autre poste et a obtenu une promotion. Mais donc, c'est absolument indispensable d'avoir un agent qui puisse vérifier la bonne exécution, en tout cas des permis d'importance. On a déjà repéré des infractions conséquentes, notamment dans le chef de l'un ou l'autre promoteur immobilier. Et donc, c'est absolument indispensable de s'assurer de la bonne réalisation des permis. Et donc, effectivement, il y a une réflexion par rapport à la charge salariale au niveau de la commune, mais c'est quelque chose qui doit s'évaluer dans l'ensemble et être extrêmement bien calibré pour ne pas préjudicier à la fois les membres de notre administration en leur permettant d'effectuer correctement les tâches, et puis les citoyens, bien sûr, qui sont bénéficiaires du service. Et donc, dans le cas présent, ce ne serait pas possible de se passer de cet agent technique. Merci Arnaud pour
ta réponse. J'ai un petit peu examiné un peu le nombre d'agents qui étaient présents dans nos communes voisines. L'Heureux, commune de 8700 habitants, il y a 2 agents au service de l'urbanisme, un agent D6 bachelier et un agent D4 humanité. À Braine-le-Comte, commune de 22 000 habitants, il y a 4 agents temps plein et 2 4/5e temps, dont un en maladie en fin de carrière. À Soigny, commune de 28 000 habitants, il y a 6 agents au service de l'urbanisme, 3 administratifs et 3 agents techniques. Et donc, à Écosine, on en a 4. Et donc, si on avait un en moins, ça ferait 3. Je pense qu'on serait un peu dans la moyenne des communes de notre canton, proportionnellement au nombre d'habitants. Je pense que ce serait vraiment une belle source pour faire des économies. Enfin voilà, j'ai pas la même lecture des chiffres que toi. Je pense qu'avec 4 agents, comme tu le précises, donc 2 agents techniques et 2 agents administratifs, on est globalement dans la moyenne des autres communes. Et donc la solution, c'est en tout cas pas de léser les citoyens par rapport au service qui est offert. On sait que quand les personnes ont des projets d'urbanisme, elles s'attendent à avoir une réponse dans les délais. Il faut savoir que si le permis n'est pas traité dans les temps par l'administration communale, eh bien, ce sont des délais supplémentaires puisque la région est censée prendre la main. Et là, les citoyens sont vraiment partis pour le chemin de croix pour obtenir leur permis. Et ce n'est pas ça qu'on souhaite à nos citoyens écosinois. Par ailleurs, nos agents font aussi du conseil. Il y a beaucoup de communes pour lesquelles vous arrivez dans un service urbanisme. Eh bien, en substance, c'est débrouillez-vous, c'est-à-dire que vous êtes quasiment obligé de prendre un architecte pour remplir votre demande de permis, même celles qui normalement peuvent être utilisées, rentrées sans le concours d'un architecte. Mais comme il y a quand même une certaine technicité pour répondre les documents, pour remplir les documents, eh bien, ça nécessite d'avoir un expert ou en tout cas quelqu'un qui est payé par le citoyen pour remplir les documents. Et donc, c'est pas ça qu'on souhaite non plus. C'est un service qu'on rend aux citoyens de pouvoir compléter certains documents et leur permettre d'avoir un service de qualité à Écosine. Et donc, ce qui n'empêche pas qu'on reste attentif aux deniers publics et à la charge salariale de manière générale au sein de la commune. Mais voilà, je pense qu'on est plus que dans la moyenne, comme parmi les chiffres que tu l'as cités, il y a des communes qui ont bien plus d'agents que les nôtres. Il y a beaucoup plus d'habitants aussi. Avec une qualité de service, je pense à Écosine, qui est relativement exemplaire. Il suffit de laisser moins construire. Ouais, il faut les refuser. Non, pour refuser, il faut analyser les dossiers, faire un travail de qualité. Et donc voilà. Et par ailleurs, puisque je reprends la parole, sachez aussi que une des personnes que vous avez mentionnées dans les chiffres est la responsable du service cadre de vie et donc assure d'autres tâches et donc notamment aussi des tâches de gestion du personnel du service environnement et du suivi de dossiers pour le compte de l'administration communale, notamment par exemple des projets subsidiés tels que le Sacré-Cœur. Eh bien, c'est notre responsable du pôle cadre de vie qui en assure le suivi. Donc quelque part, elle effectue aussi des tâches qui sont hors du scope gestion des permis d'urbanisme, mais qui nous permettent d'aller rechercher des montants de subsides. Et donc, voilà, la comparaison équivalente en plein que vous faites n'est pas tout à fait correcte. Oui, mais bon, il y a quand même 9 agents en tout, quand on compte toutes les compétences. Non, il y en a 4. À la maison non, outre l'urbanisme. Oui, ça, dans les bureaux, oui, il peut y avoir 9 agents présents sur un bâtiment, mais dans le service, il y en a 4. Et donc, ton prédécesseur, Étienne Poncio, quand il était échevin, je ne pense pas qu'il avait autant d'agents. Enfin, tu vas me dire, il y a certains nouveaux services qui sont arrivés, on est bien d'accord. Bon, ça a quand même fort augmenté par rapport à ce moment-là. Non, à nouveau. Par contre, on a des emplois subsidiés. Également, une conseillère en aménagement du territoire. Mais bon, voilà, je pense qu'on a pu faire le tour de la question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce point? J'imagine dès lors qu'on va voter. Abstention pour nous. Une abstention. Et 11 pour. 11 pour et 3, 4, 5, 7 abstentions. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons dans les points supplémentaires. Le premier, il s'agit d'un marché pour la rénovation du pont du Moulin Rouge. J'imagine que ça ne pose pas de soucis. C'est dans le cadre de nos projets de rénovation de l'ensemble des ponts. Sébastien? Quand est-ce que les travaux sont envisagés, vont commencer?
Les travaux sont envisagés sur cet exercice-ci, en tout cas l'attribution du marché. Donc ce sera aussi en fonction des délais que peut fournir l'entrepreneur qui sera désigné. Donc ici on est au tout début, vu que le cahier spécial est réalisé, il va y avoir la procédure pour que les entrepreneurs puissent remettre offre, l'analyse des offres, et ensuite seulement, généralement quand on les désigne, ils les intègrent dans leur planning. Donc ce sera, on l'espère au mieux fin 2023, au pire dans le courant de l'année 2024. On ne peut être que pour le Moulin Rouge. Hein. Oui. Merci beaucoup. Sébastien dit qu'il était pour, donc j'imagine que c'est à l'unanimité. Mais il a dit qu'il était pour aller au Moulin Rouge, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais ça, c'est pour le Moulin Rouge. Alors nous avons deux points qui sont liés au niveau de la location de parking vélo sécurisé et de la possibilité de recharge pour des vélos électriques. Je t'en prie, Arnaud. Voilà, et je vous remercie d'ores et déjà d'avoir accepté d'inscrire ces points. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir ouvrir au plus vite et de pouvoir rendre accessible la structure aux usagers. Sur la redevance, mais pas grand changement par rapport à ce qui existe déjà. Donc, on garde un accès à 10 €, mais il y avait la nécessité annuelle, hein, donc pour la place de parking, mais il y avait la nécessité d'adapter la redevance vu que notre nouvel abri vélo dispose de casiers qui permettent une recharge, notamment par exemple d'une batterie de vélo électrique ou simplement pour stocker quelques affaires durant son passage dans l'abri vélo. Et donc on propose de mettre la redevance annuelle du casier à 5 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux points? Non? À l'unanimité? Oui. Merci beaucoup. Nous arrivons donc à la série de questions. La première nous est posée par Jean-Philippe Jaminon au niveau justement des parkings à vélo, même si on a déjà partiellement répondu. Je t'en prie, Jean-Philippe. Merci. Ma question donc s'adresse à Arnaud et je fais en charge du climat et de la transition énergétique. Et donc en effet c'est sur le nouveau parking. Donc pour voir un petit peu quels sont par rapport à l'utilisation de cet espace et donc voir un petit peu au niveau du prix, du contexte pour y accéder. Mais bon, voilà, on y a déjà répondu en partie. Et alors aussi une question sur le parking existant, donc sur le quai, et voir un petit peu comment peut évoluer ce parking-là aussi. Je t'en prie, Arnaud. Merci Jean-Philippe. Et donc, voilà, donc ce nouveau parking voit enfin le jour. Mais simplement rappeler aussi le contexte de la mise en place du projet. Donc, c'est un subside qu'on avait obtenu dans le cadre de notre plan énergie-climat et donc qui comporte un volet mobilité durable. Donc, quelque part, la lutte contre le changement climatique qu'on met en place à Ecocine, mais ça touche par exemple les thématiques énergie qu'on connaît et qu'on associe logiquement au climat, mais ça touche aussi nos habitudes en matière de mobilité. Il y a beaucoup de citoyens qui sont en attente de services plus qualitatifs pour de la mobilité durable, et donc la mise en place de cet abri vélo fait partie des choses qu'on met en place dans le cadre de notre plan climat, en collaboration évidemment avec les services mobilité et les membres du collège. Donc pour l'accès à l'abri vélo, donc il est doté d'une serrure électronique et donc qui permettra un accès par smartphone en tout cas ou par badge. Et donc l'objectif c'était de faciliter la gestion des clés qui était quelque part un peu plus compliquée et un peu moins sécure. Et donc on aura la possibilité simplement sur base de l'installation d'une application et après avoir payé la redevance qu'on vient d'examiner, mais qui reste vraiment accessible pour encourager l'accès au parking, eh bien, la possibilité de déverrouiller la serrure avec son smartphone et donc d'ouvrir la gâche et de rentrer son vélo. Alors à l'intérieur, il y aura des casiers, donc c'était aussi un des volets du subside, et donc ça permet de laisser quelques affaires
en ayant pris son train et puis pour les récupérer à l'arrivée quand on reprend son vélo, mais aussi de laisser par exemple charger une batterie de son vélo électrique ou simplement de la mettre en sécurité puisqu'on sait que ce sont des vélos qui coûtent un petit peu plus cher. Alors en collaboration avec les services mobilité, on a voulu aussi uniformiser les modes d'ouverture des 2 parkings, donc il nous restait un petit peu de budget dans le subside qu'on pouvait justifier auprès du SPW, et donc l'objectif est aussi de remplacer la serrure de l'abri vélo existant de la gare, qui reste bien évidemment d'actualité, pour avoir le même système d'ouverture. Pour les personnes qui n'auraient pas de smartphone, il y aura toujours la possibilité d'avoir un badge, donc quelque part un porte-clés qui permet d'ouvrir la porte. L'avantage de ça, c'est que c'est plus sécurisé, donc on peut tracer quelque part, revoir si jamais à un moment il y avait un incident dans le parking, quels sont les derniers utilisateurs qui sont venus ouvrir le parking. Donc voilà pour la gestion. On attendait ces dernières étapes administratives et donc qu'on a pu inscrire à ce conseil. Donc voilà, on a un petit peu anticipé les choses et donc c'est pour ça que ça se retrouve en même temps que la question que tu nous as adressée. Mais donc on voulait vraiment accélérer le mouvement pour qu'il soit accessible le plus vite possible. Et donc maintenant que cette redevance est validée ainsi que le règlement, eh bien dans les prochaines semaines, eh bien l'abri va pouvoir être accessible enfin et donc on va en faire la communication via les différentes plateformes de la commune. Alors petite dernière nouveauté, c'est que on a souhaité aussi pouvoir que les personnes puissent se rendre auprès du service population, donc le guichet qui est également ouvert le samedi, pour redéposer un formulaire leur permettant d'accéder soit à l'application, soit de réceptionner un badge, de manière à ce qu'il puisse également y avoir des ouvertures le samedi. C'est vrai que pour le dépôt communal, c'est pas un lieu qui se prête peut-être un peu moins facilement à l'accueil de public, et donc on voulait aussi faciliter les possibilités pour les citoyens d'obtenir cet accès. Évidemment, tout cela va se lancer sur base d'une première période de test et on aura évidemment des ajustements qui pourront s'effectuer en fonction des retours des usagers et des membres du conseil, bien évidemment, et des associations de cyclistes qui ont beaucoup collaboré à la mise en place de cet abri, notamment le GRAC, et on en remercie tous les membres et les membres du comité tout spécialement. Merci Arnaud. Jean-Philippe ? Merci Arnaud. Je ne sais pas si donc derrière, donc sur le quai, il y a 2 parties de parking. Il y en a une qui est fermée par une porte et une qui est plus ouverte, où il n'y a plus de place de parking, qui ont été, enfin les parkings vélos ont été placés sur l'avant de la gare, mais ça c'est peut-être plus pour Philippe. Je ne sais pas si je peux poser cette question-là complémentaire. Et on se demandait si on ne pouvait pas rajouter des parkings vélos dans cette partie où maintenant on accroche des vélos aux grilles, mais il n'y a plus de structure pour les attacher réellement. On peut réfléchir à remettre des emplacements supplémentaires et à laisser les accès, mais il faudra voir aussi au niveau de la sécurité sur cette partie arrière. Oui, pourquoi pas, on va y réfléchir. On en reparle en commission mobilité, quoi. Pas de souci. Voilà, précision qu'on les avait déplacés justement pour des raisons de sécurité parce qu'il y a beaucoup de vols dedans et comme ils sont sur l'avant, ils étaient à vue de la caméra qui est positionnée sur le plateau de la gare. Merci à tous les 3 pour ces échanges. La question suivante nous est posée par Sébastien au niveau de la boucle du Hainaut. Je t'en prie Sébastien. Oui, donc le 2 février 2023, le gouvernement wallon PSMR Écolo a marqué son accord pour inscrire au plan de secteur un périmètre de réservation provisoire suite à la demande introduite par Elia pour le projet de boucle du Hainaut. Allant à l'encontre de ce qui est demandé par 22 000 ennuyés, le gouvernement wallon avait en effet marqué son accord pour les orientations relatives au projet de ligne à très haute tension de 85 km entre Avelgem et Courcelles et qui devait passer par Icosine, la boucle du Hainaut. Dans la foulée de la décision du 2 février, suite à des communications diverses, l'association Révolte, qui fédère les citoyens, signalait attendre l'arrêté ministériel pour analyser le contenu de la décision à tête reposée. Ce 4 avril 2023, le député wallon François Decken a interpellé le ministre de l'Aménagement du Territoire, Willy Borsu, dans la commission de l'économie et aménagement du territoire,
et de l'Agriculture du Parlement de Wallonie à ce sujet. Nous voici en effet plus de 2 mois après cette annonce du 2 février. À ce jour, l'arrêté du gouvernement wallon n'a toujours pas été publié. Il s'agit d'un arrêté important afin de comprendre ce sur quoi portera le futur rapport sur les incidences environnementales. En séance, il était demandé que l'option en courant continu figure dans cet arrêté du gouvernement wallon. Lors de la séance du 4 avril 2023, le ministre a confirmé que l'alternative en courant continu sera examinée et mentionnée dans le futur arrêté du gouvernement wallon. En parallèle, il y a quelques semaines, la ministre fédérale Groen, Tien van der Straat, a été interpellée par les députés fédéraux Patrick Prévost et Catherine Fong concernant le projet de ligne électrique porté par Elia et Ventilus. Celle-ci a répondu que le dossier était maintenant dans les mains des régions pour les permis et autorisations. Cette réponse a de quoi étonner puisque la Flandre a choisi l'option du courant continu alternative avec des pylônes et la Wallonie se réserve encore la liberté de faire un choix technologique différent, laissant la porte ouverte à l'option du courant continu. Tout ceci démontre qu'il n'y a pas eu suffisamment de dialogue entre les régions et le fédéral, mais aussi le risque majeur de la politique du fait accompli par la Flandre qui empêcherait la Wallonie de mettre en place une ligne en courant continu. La commune d'Écossines peut-elle interpeller le Premier ministre Alexandre De Croo afin d'assurer une cohérence sur le plan national pour ce projet de ligne à haute tension? Il serait en effet incohérent d'avoir du courant continu sur la portion wallonne de la ligne et du courant alternatif en Flandre, alors qu'il s'agit de la même ligne. Pour préserver la santé de nos citoyens et de notre environnement, le choix du gouvernement wallon du gouvernement flamand ne peut s'imposer à la Wallonie. Il est donc plus que temps de tirer la sonnette d'alarme et de réveiller le gouvernement fédéral sur ce dossier. Demande d'information, merci. Merci Sébastien pour cette question. Mais je dois t'avouer qu'elle m'étonne. Elle m'étonne à un titre principal, c'est que on a voté une motion au mois de février dans ce conseil communal, donc une motion qui, dans son préambule, était clairement précisé que nous reprenions l'interpellation à Monsieur le Premier ministre. Et donc, au mois de février, nous avons déjà voté une motion où nous demandions en gros la dérégionalisation du dossier pour que le fédéral le fasse. Nous prenions cette motion suite à un courrier qui avait été adressé par les 14 bourgmestres concernés sous la commission des bourgmestres dite de la boucle du Hainaut et qui était resté à l'époque sans réponse et qui aujourd'hui ne l'est que très partiellement. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'au mois de février, tu nous as répondu que cette motion était totalement inutile et que ça ne servait à rien d'interpeller comme ça le gouvernement fédéral. Alors, je suis très heureux qu'aujourd'hui, tu dises le contraire. Hein. Je ne veux pas discuter de ce point-là, mais je trouve que le revirement en 2 mois est assez surprenant de nous dire à un moment T, quand les 3 partis qui composent la majorité proposent une motion disant blanc, tu nous réponds que ça ne sert pas à grand-chose, mais on va la voter quand même. Et 2 mois après, tu fais la proposition qui est l'exact similaire à celle que nous avions proposée. Donc, je ne peux que me réjouir. Nous sommes d'accord sur ce point et sur le fait que, effectivement, nous sommes convaincus que c'est au niveau fédéral que les décisions doivent être prises sur un dossier de cette ampleur-là. On sait très bien que même s'il y a 2 dossiers, un qui part en Flandre, de la mer du Nord jusqu'à Velgem, et en Wallonie d'Avelgem jusqu'à Courcelles, in fine, ça reste le même dossier qui permet d'acheminer de l'électricité venant de la mer du Nord vers le poste de Courcelles afin de permettre une alimentation continue en cas de délestage ou bien de rupture d'approvisionnement par le nord du pays. Et donc, on devrait pouvoir examiner ce dossier de manière unique. Et effectivement, nous défendons toujours l'hypothèse de révolte qui est celle d'avoir du courant continu de manière tout à fait enfouie. Je compléterai, même si ça ne faisait pas partie vraiment de la question, mais comme tu l'as signalé, à ce jour, il n'y a aucun arrêté qui a été pris par le gouvernement wallon et en particulier par le ministre Willy Boursu.
Donc, quelque part, moi, je ne vais pas m'en plaindre. Hein. S'ils décident de ne pas aller plus loin dans la procédure, ça veut dire que le projet ne verra pas le jour. Et donc, on devrait pouvoir s'en réjouir. Mais on ne trouve pas de trace non plus dans les marchés publics qui sont lancés par le SPW, donc le service public de Wallonie. Il n'y a aucune trace d'un marché visant à désigner un bureau d'études pour réaliser l'évaluation des incidents sur l'environnement. Donc à ce stade, on n'en est encore nulle part. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas une base légale, évidemment, malgré les déclarations qui ont pu être faites le 2 février 2023, ben, on ne connaît pas l'exacte portée de ces déclarations. Il faut vraiment pouvoir avoir un document écrit qui lance, enfin on espère qu'il ne le lance pas, mais l'évaluation des incidents sur l'environnement pour connaître la teneur exacte et le périmètre concerné, vu que à ce jour, Elia a effectivement déposé un dossier avec un périmètre, mais on ne sait pas si l'étude d'incidence portera sur ce périmètre, sur d'autres périmètres, ou demandera également l'analyse de toute une série de périmètres alternatifs. Je pense qu'il y en avait 800 en gros, si on regarde les 22 000 courriers qui ont été adressés au gouvernement wallon lors de la première enquête publique. Donc on attend vraiment d'avoir tous ces éléments, hein, de même qu'on espère que le bureau d'études devra également analyser l'hypothèse d'avoir une ligne enfouie en courant continu pour en tout cas la partie wallonne, même si la région flamande a pris une autre décision. Rien n'empêche toujours d'avoir la partie wallonne qui soit enterrée. On est quand même sur 54 km, ce n'est pas rien dans notre territoire. Je viens de rectifier par rapport à ce qui était. J'avais proposé d'examiner la possibilité de faire un recours en justice contre la décision du gouvernement wallon à l'époque. La décision du mois de février, vu que quelque part l'option du courant continu n'était pas clairement précisée dans la décision telle qu'elle avait été envisagée. Il n'y a pas de décision au mois de février. En fait, aujourd'hui, il n'y a aucune décision. Il y a une déclaration qui a été faite par le ministre Boursu. Il y a un communiqué de presse qui est sorti, oui, voilà. Mais il n'y a aucune décision. Donc, on ne peut pas attaquer quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas d'arrêté. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a rien à attaquer. Oui, mais dès qu'il y aura un arrêté, on verra un peu quel en sera son contenu. Et ceci dit, je pense que c'est une course de fond, ce n'est pas un sprint, ce projet de boucle du Hainaut. Et je pense qu'il ne faut pas rester les bras croisés et également interpeller également les autorités supérieures, même si... mais ça a été fait. Hein, les voies juridiques. La motion que nous avons votée ici dans ce Conseil au mois de février 2023, donc ce n'était pas il y a 3 ans, hein, c'était il y a 2 mois, ça a été fait. On a interpellé à la fois Mme Van der Straten et M. De Croo qui ont pris acte de notre motion et j'imagine ont mandaté leur cabinet pour étudier la réponse à nous fournir. En fonction de la décision qui sera arrêtée par le gouvernement wallon, je pense que ça aura nettement plus de poids d'utiliser les voies juridiques pour essayer d'obtenir une solution positive par rapport à ce... On n'a jamais dit le contraire. Ce n'était pas l'objet de la question aujourd'hui. L'objet de la question aujourd'hui, c'est d'interpeller le Premier ministre. Et maintenant, on parle d'introduire des recours en justice. Mais je veux dire, interpeller le Premier ministre, on l'a déjà fait. Les recours en justice, ce sera évidemment lorsqu'il y aura un acte à attaquer. Et je pense que les 14 communes, en tout cas, c'est toujours ce que nous défendons jusqu'à présent. Les 14 communes attaqueront de manière simultanée. La seule question est de savoir si on le fait tous ensemble, s'il y a une possibilité juridique que les 14 communes créent, on ne va pas dire une intercommunale, mais une structure qui permette d'attaquer une fois au nom des 14, ou bien si les 14 doivent attaquer individuellement. Mais ça, il y a des cabinets d'avocats qui sont déjà en train de plancher sur la question. Mais bon, si ce projet n'avait pas été inscrit dans la déclaration de politique générale, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si ce projet n'avait pas été inscrit dans les SDT votés par le ministre Di Antonio en son temps, on ne sera pas là non. C'était pas le même projet. Bien. La question suivante, toujours posée par Sébastien Deschamps, au niveau du commerce. Je t'en prie, Sébastien. Oui, merci. Oui, donc, relance des commerces permanents au centre de marché Zicocine. Force est de constater que ces dernières années, librairie Maison du Peuple et ces derniers mois, Georgette Ciboulette, la super Laetitia, nous avons dû enregistrer la fermeture de plusieurs commerces à marché Zicocine. Il est dès lors important de mettre en place une politique cohérente pour relancer le commerce au centre de marché Zicocine dès la finalisation des travaux de voirie.
En votre qualité d'échevine du commerce, que comptez-vous faire pour relancer le commerce présent en permanence dans le centre de marché Zicocine dans les semaines et les prochains mois, lorsque les travaux seront terminés? Que pensez-vous de la création d'un groupe de travail chargé d'animer et de redynamiser le commerce à marché Zicocine? Et quelles mesures comptez-vous prendre pour relancer l'activité commerciale sur marché Zicocine jusqu'à la fin des travaux pour les commerces qui seront toujours présents? Demande d'information, merci. Je t'en prie, Véronique. Voilà. Donc, concernant la librairie, la Maison du Peuple et la supérette, ça ne fait pas plusieurs mois, mais plusieurs années que c'est fermé. Une réponse a déjà été formulée en son temps. Néanmoins, je précise une nouvelle fois que la fermeture de ces commerces n'est nullement liée à un manquement quelconque. De manière générale, nous pouvons constater une chute libre des ventes des produits bio et vrac. Malheureusement, il est également à noter que beaucoup de nos commerçants ont perdu une grosse partie de leur clientèle qui les fréquentait uniquement durant la période Covid. Il est également constaté que les commerces en ligne est en constante augmentation, et ceci malheureusement au détriment de nos commerçants physiques. Il suffit également de se promener dans les villes voisines pour s'apercevoir que la situation est généralisée. Concernant les travaux, un toute-boîte a été rédigé par le service commerce et distribué à chaque habitant de marché Zicocine, ceci en plus du courrier d'information des travaux. Ce courrier informait les riverains sur l'accessibilité au commerce durant les travaux. Ce courrier a été distribué au mois de septembre 2022. En complément, nous avons répondu favorablement à la demande des commerçants de disposer des panneaux d'indication afin d'orienter leur clientèle vers leur commerce. Nous avons également obtenu, avec le plan de mobilité, d'ouvrir une voirie à double sens. Cela permettait aussi l'accès à 2 commerces. Durant cette même période, nous avons renseigné les commerces sur la possibilité d'obtenir des indemnités compensatoires, qui ont d'ailleurs pu être obtenues par certains d'entre eux. Nous avons fait aussi un marché de Noël, où également été ouvert aux artisans et commerçants locaux afin de se mettre en avant. Au sujet de la création d'un groupe de travail, ce sujet n'est actuellement pas à l'ordre du jour. Aucune demande en ce sens n'est parvenue. Puisqu'il semble utile de le faire, je précise que je suis disponible pour les commerçants, que ceux-ci en sont conscients et n'hésitent pas à me contacter directement afin de régler divers petits problèmes. Je rappelle également que nous avons l'association Move Ecocine qui œuvre à regrouper les commerçants, en témoignant le dernier business dating qui s'est tenu le 24 mars dernier. À cette occasion, nous avons envoyé un courrier adressé à chaque commerçant, à chaque indépendant et à chaque agriculteur. Ne voir que la fermeture d'un point de vue négatif, c'est un manque de respect vis-à-vis de toutes les personnes qui se lèvent chaque matin pour ouvrir leur commerce, leur bureau, leur salon, leur cabinet médical ou institut. Derrière chaque maison peut se trouver un indépendant qui n'a pas nécessairement pignon sur rue. On parle toujours du négatif. Moi, je voudrais parler aussi du positif. L'ouverture de commerce, ici, à marché Zicocine. 4 thérapeutes, une créatrice de bijoux, un créateur de site web, un magasin de fleurs et de décorations, un atelier de restauration de meubles, un médecin, un dentiste, une société de taxi, un institut de beauté. À la place de la Maison du Peuple, il y a une friterie et une pizzeria. Et ceci uniquement sur marché Zicocine. D'autres projets sont en cours et je collabore en effet avec des personnes sur plusieurs dossiers. Je vous informe également, régulièrement nous sommes contactés par des organismes tels que Centrissime, le projet supracommunal Seine-Vallée, afin d'obtenir des listes de commerçants ou artisans. C'est ainsi qu'un de nos artisans locaux a été sélectionné pour fournir un produit destiné à garnir un panier de fêtes de fin d'année. Nous avons été aussi sollicités dans le cadre d'un appel à projet, Objectif Proximité. Malheureusement, ceci n'était pas adapté à notre situation. En effet, il était demandé de fournir des résultats attendus tels que le nombre et le type de points de vente créés et l'évaluation des données telles que le flux piétonnier, le taux d'occupation des cellules commerçantes, etc. Ne disposant pas d'un centre commercial ou de cellules vides, il nous était impossible de répondre à cet appel à projet. Je vous informe que cette année, la balade découverte prendra son départ sur la place de marché Zicocine et mettra en valeur les artisans locaux. Je voulais aussi attirer l'attention que bien souvent des places PMR sont utilisées par des personnes ne portant pas un handicap, ce qui pénalise aussi certains commerces, et aussi d'éviter de se garer sur les trottoirs parce que des personnes à mobilité réduite ne peuvent pas se rendre non plus
chez certains commerçants. Pour conclure, je me permets de vous rappeler que si nous souhaitons voir nos commerces perdurer, la première chose à faire est de les fréquenter et de partager leurs publications et de leurs événements. Merci, Ok, Véronique. merci pour cette réponse. Je voulais savoir également où en sont les démarches concernant l'implantation d'un distributeur de billets dans le centre de marché des Écosines. Je pense que ce serait important pour essayer de relancer l'activité économique dans le centre de marché des Écosines, d'avoir un tel dispositif. Comme j'ai déjà répondu à cette question, quand Batopine est venu s'installer ici à Écosines, il fallait un local bien disposé avec des infrastructures vraiment techniques. Donc j'ai fait la demande à ce temps-là pour pouvoir avoir un distributeur à marché des Écosines. On a vu que Batopine faisait maintenant un genre de petit bunker où il y avait des distributeurs. La demande a été faite et je ne travaille pas qu'avec Batopine. J'ai contacté aussi d'autres infrastructures pour pouvoir avoir aussi un bon contact à marché des Écosines. Donc voilà, si c'était moi qui décidais, il y en aurait déjà à marché des Écosines. Mais faire vivre le commerce, c'est aussi les côtoyer, aller vers eux. Et donc c'est ce qui manque aussi de temps en temps, c'est d'aller vers ces commerces-là, vers nos indépendants. Ok, merci. Merci. La question suivante posée par Sébastien Deschamps au niveau du sport. Je t'en prie, Sébastien. Oui, donc voilà, question à M. Julien Sleux et Chemin des Sports concernant la rénovation énergétique du hall polyvalent. À la suite de l'appel à projet rénovation énergétique des infrastructures sportives lancé par la Wallonie, le Collège des Cousines avait rentré un dossier en mars 2022 pour bénéficier de subsides à destination du hall polyvalent. À l'heure actuelle et face aux défis climatiques que nous connaissons, tous les projets de rénovation énergétique bien réfléchis sont bons à prendre, surtout à l'échelle d'une commune lorsqu'ils sont en grande partie financés par la Wallonie. Au printemps 2022, le ministre Adrien Dolimon lançait un appel à projet rénovation énergétique des infrastructures sportives. La commune d'Écosines embrayait en introduisant une candidature le 15 mars. Un an plus tard, presque jour pour jour, le ministre wallon a écrit au bourgmestre pour l'informer que la candidature de la commune d'Écosines n'avait pu être sélectionnée eu égard aux lignes directrices en vigueur. Au 15 mars, le dossier devait être complet, à savoir reprendre une dizaine de documents requis par l'administration wallonne pour être recevable. Or, il y manquait la délibération du conseil communal actant la candidature et l'audit énergétique du hall en 2020, 2021 ou 2022 et le maîtrise des travaux à réaliser n'était pas conforme. L'administration wallonne s'est ensuite montrée flexible, signifiant l'incomplétude du dossier le 28 mars et laissant jusqu'au 15 avril le temps à la commune de se conformer. Le 14 avril, le maîtrise estimatif des travaux projetés était toujours manquant lui aussi. Et le 15 mai, malgré les rappels de l'administration traitant la candidature, toujours rien. Le gouvernement wallon a dès lors été contraint de considérer la candidature de la commune d'Écosines comme incomplète et non recevable, ce que rappelait le ministre Dolimon dans son courrier du 16 mars dernier. On ampute les finances communales d'une possibilité intéressante de subside et surtout d'une occasion ratée d'améliorer l'efficacité énergétique du hall polyvalent. Que comptez-vous dès lors faire pour assurer la rénovation énergétique du hall polyvalent? Demande d'information, merci. Je t'en prie, Julien. Oui, merci Xavier. Tout d'abord, je souhaiterais quand même apporter quelques rectifications à ce que j'ai pu voir dans la presse ou sur les réseaux sociaux, parce que voilà, j'aime pas trop qu'on déforme les éléments. Alors non, le subside, il n'a pas été refusé parce qu'il a été remis dans les formes en retard, et donc le dossier, il était pas mal ficelé, et ça c'est quand même assez réducteur de tout le travail qui a été réalisé par les services. Nous avons toujours souhaité, et c'est toujours le cas en tout cas, d'améliorer les performances énergétiques de nos bâtiments communaux, et encore plus celle du hall polyvalent, qui est l'un des bâtiments évidemment les plus énergivores. Alors il faut savoir que la commune d'Écosines, elle sollicite quand même pas mal de subsides, et nous en obtenons beaucoup, et je pense qu'il est normal parfois d'essuyer quelques refus. Alors le ministre, il a estimé que nous n'étions pas éligibles, voilà, c'est un peu le jeu. Dans tous les cas, l'étude de faisabilité qui a été réalisée avec Ygretech, par rapport à ce que j'ai pu voir, elle n'est pas perdue, et nous avons déjà envisagé d'autres pistes de subsidiation, que ce soit Ureba ou encore Infrasport, qui d'ailleurs a été sollicité par nos services pour faire le point sur le projet et voir quelles sont nos possibilités au niveau de subsides. Merci Julien. Enfin, je regrette que vous ayez ainsi des propos erronés ainsi au conseil communal. Je vous invite à relire le courrier du ministre que j'ai ici sous les mains,
Je vous relis l'extrait. Sur base de l'analyse de l'administration, le gouvernement wallon a dû considérer votre candidature comme incomplète et non recevable. Alors, je crois qu'il faut arrêter de mentir ainsi en conseil communal. C'est grave de transformer ainsi des propos. Je vous invite à relire la lettre du ministre que j'ai ici devant les yeux. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un dossier ainsi en matière de sport est recalé. Je crois qu'on a l'habitude. On a déjà parlé de la reconnaissance du hall sportif polyvalent. On parle ici de ces subsides qui sont recalés. On a déjà parlé du dossier des infrastructures de l'AS Marchoise. Bref, tous ces dossiers en matière sportive qui n'avancent pas malheureusement. Et en quoi j'ai menti par rapport à ce que j'ai dit? Vous dites que l'information est erronée, oui, parce que vous dites sur les réseaux sociaux que le subside a été refusé parce qu'il n'a pas été remis dans les formes oui. à temps. Ben non, c'est pas pour ça qu'il a été refusé. Mais vous avez remis un dossier incomplet. Et l'administration wallonne vous a rappelé à plusieurs reprises qu'il fallait le rendre avec toute une série de documents manquants. On vous l'a rappelé, et des rappels, et rien. Alors je vous demande, être échevin des sports, c'est pas uniquement remettre des coupes et aller boire des pains dans les activités sportives, quoi. Il faut aussi des dossiers de fond, quoi. Enfin, c'est regrettable. Ça, c'est vraiment petit, quoi. Bien, j'imagine qu'on ne peut pas rentrer dans le fond du dossier après des éléments pareils, mais je pense qu'effectivement, un minimum de respect à avoir de la part des membres du conseil vis-à-vis à la fois des membres du collège. Bon, ça, on peut ne pas être d'accord sur des dossiers politiques, mais bon, je pense qu'on peut quand même avoir du respect, et du respect vis-à-vis des agents qui ont travaillé sur ces dossiers et qui ont fait en sorte de pouvoir éventuellement avoir des subsides. Alors, écoutez, il y a des milliers d'euros qui nous passent sous le nez parce qu'on n'a pas remis le dossier à temps. C'est regrettable. C'est ça qui est regrettable. Alors, la dernière question, qui n'est pas posée par Sébastien Deschamps. Pierre, je t'en prie. C'est moi ou je passe toujours en dernier? C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre où Sébastien envoie les questions. Et comme les tiennes arrivent toujours après les siennes, voilà, elles sont dans cet ordre-là. On va remédier à ça. Ça, c'est dans un bouquin que j'ai pas trop bien lu, mais voilà. Je t'en prie, Pierre. J'ai encore une question pour Julien Slois, qui, au-delà d'être échevin de la jeunesse et des sports, est aussi échevin de l'informatique. Et donc, j'ai une petite question sur le panneau d'information électronique qui est à la gare des Cousines. Petite demande d'information. Donc, la communication envers les citoyens est primordiale. Donc, on a vu quelques évolutions très positives ces dernières années, comme par exemple la refonte du site internet de la commune, la refonte du bulletin communal, et aussi le panneau d'information électronique qui est sur la Grand Place et qui diffuse des informations assez nécessaires pour nos habitants. Il y en avait aussi un en même temps qui avait été installé à la gare. Il était particulièrement bien placé parce que quand vous preniez le train vers Bruxelles à la voie 3 par exemple, eh bien, au milieu du quai, eh bien, vous aviez là pas mal d'informations. Il y a quelque temps que ce panneau ne fonctionne plus, c'est écran noir. Et donc, je viens un peu aux nouvelles de monsieur l'échevin de l'informatique pour voir où ça en est. Merci. Je t'en prie, Julien. Ouais, merci Pierre pour cette question. Et je te remercie en tout cas de mettre en avant les évolutions apportées en matière de communication. C'est vrai que nous nous efforçons avec le service communication et informatique d'améliorer les échanges d'informations avec le citoyen. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué par ailleurs, dans notre dernier bulletin communal, on a dédié une page, par exemple, à un agenda des activités qui ont lieu sur la commune. Voilà, en tout cas, c'est agréable d'avoir quelques retours positifs sur le travail effectué. Merci pour ça. Effectivement, l'écran de la gare ne fonctionne plus actuellement, et ce depuis quelques temps, suite à un disque dur qui a lâché. Nous avions eu par le passé l'écran de la Grand Place également qui ne fonctionnait plus, et nous avons dû installer un nouveau Media Player qui permet de diffuser les informations sur l'écran. Et c'est ce que nous comptons faire également pour l'écran de la gare, installer le même lecteur, vraiment afin d'uniformiser les outils que nous employons, et ainsi éviter de démultiplier les encodages de notre agent en charge de la communication, ce qui évitera de perdre du temps et de faire plusieurs fois la même chose. Alors actuellement, le problème, c'est que la pièce nécessaire est en rupture de stock, et depuis un petit temps, et donc voilà, on ne sait pas la commander pour le moment, mais le service informatique consulte fréquemment les disponibilités de cette pièce.
le budget est prévu et dès que ce sera possible, elle sera commandée et elle sera installée. Merci Julien. Pierre? Oui, merci Julien pour ces bonnes nouvelles. Je pense que ça va faire plaisir au NAFTER, parce que bon, de temps en temps, le train est un peu en retard et ça fait plaisir de regarder un écran. Ce serait aussi bien d'avoir un lien avec la SNCB. Je ne sais pas si ça c'est techniquement possible, mais d'avoir les éventuels retards, etc. Ce serait sympa. Merci. Merci à tous les deux. C'était la dernière question. Le prochain conseil communal aura lieu le 5 juin 2023, mais nous vous donnons bien entendu rendez-vous le week-end de la Pentecôte du 26 au 29 mai pour le 108e goûter matrimonial qui sera cette année présidé par Margot Delaunoy. Nul doute que ce sera une très belle édition. Bonne soirée à tous.